Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Bonjour à tous, bienvenue à ITV Célébrité Interview. Aujourd'hui, vous voyez sur ma gauche, je suis sur la tombe de Jean Marais. Mon rêve se réalise. Jean Marais, je l'ai vu qu'une fois, très rapidement dans la vie, mais j'ai vu tous ses films et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché au cinéma. Pour moi, avant beaucoup de comédiens, c'est pour moi un des plus grands, un des plus charismatiques du cinéma. Avec Jean-Paul Belmondo, on va dire quand même, et Robert Conrad aux États-Unis, parce que Robert Conrad, c'est mon troisième meilleur acteur, mais c'est aux États-Unis. En France, c'est d'abord Jean Marais et Jean-Paul Belmondo. Pourquoi? Parce que ces trois messieurs ont été comédiens cascadeurs. Comme moi, j'ai eu la chance d'être acteur et cascadeur un petit peu, je dis bien, par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, je commence un beau reportage. On va rencontrer monsieur Joe Pasquali, qu'il a logé pendant des années et qui a été son maître en poterie. Et croyez-moi, on va faire une magnifique émission, parce qu'il y a un livre qui a été écrit par sa femme Nini Pasquali. Et croyez-moi, cet homme, Jean Marais, on l'a critiqué pour certaines choses, entre autres pour son homosexualité, mais Jean Marais, c'est pas que ça. Jean Marais, c'est avant tout un très très grand comédien de théâtre, c'est un très grand comédien de cinéma, mais c'est avant tout un cascadeur. Et dans cette émission, ce reportage, on va dire, parce qu'il y aura plusieurs artistes connus et non connus, on va parler de sa carrière. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Et j'aurai dans cette émission Michel Berreur, qui a beaucoup travaillé avec Jean Marais, Jean-Paul Belmondo et son maître Claude Cariez. Et vous verrez que Jean-Paul Belmondo et Jean Marais, ce sont des grands comédiens cascadeurs. Pour Jean-Paul Belmondo, beaucoup le savent, mais dans le métier, beaucoup savent que Jean Marais, c'était une grande pointure de la cascade. Et il prenait même d'énormes risques par rapport, des fois, à Jean-Paul Belmondo, qui en a pris beaucoup aussi. Mais Jean Marais, c'est quelqu'un qui prenait d'énormes risques, des fois inconsidérés, il paraît. Vous allez voir cette émission, ce reportage, je vais dire, parce qu'il y aura plusieurs personnes, je vais tout faire pour qu'il soit en son nom un reportage magnifique. Parce que pour moi, Jean Marais, c'est un des comédiens les plus magnifiques du 7e art. A bientôt, cher public, et suivez bien ce reportage qui va se faire sur l'année, hein, bien sûr. Bonjour Monsieur Pasquali, bienvenue à ITV Célébrité Interview. Je vous remercie de nous recevoir en ces lieux. Mais le plaisir est pour moi aussi. Voilà. Alors, où se passe votre naissance? Alors, je suis né le 22 décembre 1938 à Valoris. J'ai
été scolarisé, j'ai fait l'école primaire et c'est tout. D'accord. Voilà. Toujours à Valoris, hein? Toujours à Valoris. Donc vous êtes un enfant de Valoris. Ah, depuis 83 ans. D'accord. Alors, pas de hasard, votre épouse Nini fait connaissance avec le monde de la nuit artistique et vous décidez de monter votre magasin de poterie. Comment cela démarre? Ayant rencontré Jean Marais, ma femme décide, au bout d'un an, vu les sculptures, les poteries que Jean avait fait, Bien sûr. d'ouvrir une galerie. D'accord. Et on a ouvert la galerie Jean Marais à Valoris D'accord. en 1975. D'accord. Voilà. Ok. C'est bien. Et justement, alors, vous rencontrez dans quel contexte Jean Marais? Au hasard, comme ça? Pas au hasard. J'avais un ami qui était céramiste à Valoris et il habitait Cannes. D'accord. Et il allait souvent à la plage sportive sur la Croisette qui était tenue par une dame qui s'appelait Madeleine Tétard. D'accord. C'était la plage sportive. Et elle lui dit à ce monsieur, elle était amie, donc une grande amie de Jean Marais depuis longtemps. Quand Marais était sur la côte, il allait souvent déjeuner chez elle. Et elle lui demande à mon ami s'il connaissait un potier, un tourneur, parce que Jean Marais voulait apprendre. Et il a dit oui. D'accord. Et c'est comme ça que ce monsieur, un jour, est venu dans mon atelier à Valoris avec Jean Marais. C'était le 6 juin 1973. Voilà. Alors, bien sûr, vous êtes un grand potier de Valoris et Jean Marais. Un potier de Valoris. Mais il paraît un très grand. Hein? Et Jean Marais, eh ben, comment il démarre la poterie avec vous? Eh bien, ça se passe chez lui. Parce qu'il me demande s'il doit venir dans mon atelier ou si je vais chez lui. Je dis, j'irai chez vous si vous avez tout. Il me dit oui, j'ai un atelier. Et effectivement, en arrivant, je constate que c'est vraiment un atelier de potier qui n'a pas fonctionné, mais qui est prêt à fonctionner. Il y a le tour, il y a le four, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et on commence comme ça. Alors je montais à peu près 2 fois par semaine le soir. D'accord. Et on passait presque 2 heures. Je lui montrais le tournage, la façon de manipuler l'argile. Bien sûr. Et puis voilà, ça durait 2 heures, 3 heures des fois. Et ensuite, ma femme était avec moi et ensuite on dînait ensemble et on se quittait. Et on a fait ça pendant presque un an. Et il était doué? Oui. Très. Oui. Très doué. Il m'a surpris. D'accord. Il m'a surpris. Parce que c'est quelqu'un qui observait. D'accord. Observait. Et avant, il voulait connaître la façon, la manière, mais il était observateur. Et après, il s'appliquait à le faire. Non, c'est quelqu'un de très doué. La preuve, c'est que c'est quelqu'un qui a fait dans tous les domaines qu'il a touchés, il a fait de très belles choses. D'ailleurs. Et on a fait ça pendant un an. D'accord. Alors un jour, ma femme lui dit, mais elle le tutoyait. Moi non. J'ai mis un an à le tutoyer. D'accord. Je l'ai tutoyé au téléphone, il était à Paris, il m'appelait, j'ai répondu, j'ai tutoyé, il était heureux. Mais j'avais difficulté pendant un an à le tutoyer, vu le personnage qu'il était. Bien sûr. Mais ma femme, non, ma femme s'est adaptée facilement. Et elle lui a dit, écoute Jean, c'est bien beau, tu fais des modelages, des sculptures, des poteries, mais ça commence à en faire en nombre. Qu'est-ce que tu penses si on ouvre une galerie? Ma femme, c'est l'idée qu'elle a eue. Et il a dit oui. Très bien. Mais il a dit, moi, j'ai pas d'argent. Mais elle lui dit, c'est pas un problème. Si tu es d'accord, on va ouvrir une galerie. Et c'est ce qu'on a fait au mois de mars 1975. D'accord. Voilà.
Donc le premier musée, c'est Valoris. Valoris. Parce qu'il y en aura eu plusieurs après. Des boutiques. Des boutiques. Succursales. Qui seront où d'ailleurs? Dans quel endroit? Megève, Biarritz et Paris. D'accord. Ok. Voilà. C'est donc quelque chose qui... Jean, le temps qu'il est passé à Valoris, hors le théâtre ou le cinéma, il se consacrait à créer des modèles. Et mon rôle consistait à moi de les reproduire. D'accord. Et ma femme d'assumer la vente. Bien sûr. C'était le circuit normal. Ah bah, ce qui a permis à Jean d'améliorer ses finances et on assurait avec ses revenus une grande partie de l'entretien de la propriété et les frais qu'il avait. Bien sûr. Voilà. Les royalties, toucher les royalties. Mais avec vous, il avait confiance, vous occupiez de tout. Écoutez, voilà. C'est jamais permis un jour de dire je voudrais voir les comptes commencer. Mais alors, soit lui il avait une confiance énorme. Et ma femme s'en est rendu compte, et moi aussi. Et bien sûr. Et ça nous a touchés. Alors, quand il avait besoin d'un truc, changer de voiture, on l'a payé. On l'a payé avec l'argent que nous avions gagné ensemble. Bien sûr. On subvenait à beaucoup de choses. Et c'était une confiance totale. Bravo. Oui, parce que, vous savez, avant de mourir, quelque temps avant, je me souviens, on revenait de Nice. Parce que tous les mois, quand il était à Valoris, vu sa maladie, qui nécessitait une hospitalisation d'une journée, dans l'hôpital Larcher à Nice, au service des professeurs Madame et Monsieur Ziegler. D'accord. Qui sont devenus des amis à Jean ensuite. Bien sûr. Parce que finalement, ils ont trouvé ce qu'il avait. Au bout de quelques temps, ils se sont aperçus, après des examens, qu'il avait le cancer de la moelle épinière. Oh là là. Voilà. Alors, je l'amenais tous les mois, on lui transfusait le sang, on lui faisait des transfusions. Bien sûr. Et ça durait une journée. Et je me souviens qu'un jour, en revenant, je vais avoir savoir, il m'a dit en route, tu sais, Jo, dans ma vie, j'ai eu 2 familles. J'ai dit, oui, Jean, je vais te le dire. J'ai eu Cocteau. Et puis après, j'ai eu Mimi et toi. Voilà. Magnifique. C'est lui qui a dit ça. Mais c'était... Je crois que dans ce monde qu'on vit, puisque je peux parler, oui. Je vous en prie, monsieur. Puisque je passe mon temps maintenant dans les souvenirs, c'est ce qui me reste. Bien sûr. J'ai perdu Jean, j'ai perdu ma femme. Et c'est pas évident. Et c'était les êtres les plus chers pour moi. Bon, ils sont plus là. Alors, je pense, je me rappelle ces souvenirs, à ces moments, puisqu'il a tout de même donné 27 ans de bonheur à ma femme et à moi. Et ça n'a pas de prix. Ah non. Il nous a fait un cadeau. Je dis souvent avec des amis quand j'en discute, et je ne réalise pas de mais certains me disent, tu sais la chance que tu as eue. Mais après je dis oui, j'ai eu une chance extraordinaire. Quel est l'homme? Il y en a des choses qui arrivent, qui sont belles un peu, heureusement un peu partout des fois. Mais ce que j'ai vécu, vous savez, pendant 27 ans, auprès de lui et de ma femme, ça a été... Je ne peux pas... Il faudrait du temps pour l'écrire, pour le dire. Vous montrer des images de ces moments passés. Il était affolé si
S'il voyait que ma femme était fatiguée, ça lui arrivait pas, mais il s'inquiétait pour elle beaucoup. Pour moi aussi. Toujours attentionné. Et je me disais, pour moi qui étais un gars du pays, de Valoris, fils d'immigrés italiens, de la Toscane, Magnifique. fille de paysans, mes parents, et de vivre ces moments-là avec un personnage comme Jean. Mais on connaissait tout de sa vie, tous les détails, il nous les donnait, il nous expliquait. Il y a des choses que d'autres gens ne savent pas, mais que je garderai pour moi. Bien sûr. Mais il était très gentil, affectueux, et toujours des attentions pour ma femme, pour moi, pour mes amis. Bien sûr. Voilà. Un homme touchant. Ouais. Un homme qui... Il y en a rarement comme lui. Vous savez, en 27 ans, j'en ai connu des comédiens avec Jean, à Valoris, à Paris et ailleurs. Bien sûr. Mais j'ai pu faire des comparaisons, sans critiquer les autres, absolument pas. Bien sûr. Mais il avait une aura, il avait... Ouais. Bah, ça transpirait dans ses films, hein, en tout cas. Oui, oui. Et celui-là aujourd'hui pour ça. Il ne critiquait personne. Non. Il ne critiquait personne. Ça se voit. Il Ça ne se sent. critiquait personne. Jamais je l'ai entendu critiquer quelqu'un. Beaucoup ont eu des propos malveillants sur lui. Bien sûr. Hein, mais vous savez, comme on dit, hein, Tout est... on ne peut pas empêcher ça. Oui, non, mais... Mais lui, il était Magnifique. super magnifique. Comme lui, magnifique. Comme lui. Hein? Écoutez, il était toujours... Vous savez, l'image que j'ai gardée, sa dernière image, c'était dans cette maison ici, quand son corps a reposé pendant 5 jours. Dans cette chambre derrière. Dans cette chambre derrière. Hein? Et il était là, couché dans ce lit. Il avait le visage magnifique. Magnifique. Même dans la mort. Il était beau. Oui. Vous savez, c'est dur pour moi parce que je vis avec les souvenirs de 2 êtres que j'ai adorés et qui ne sont plus là. Alors je pense que si maintenant la ville de Valoris, comme elle l'a promis, que c'est décidé, elle va rouvrir cet espace Jean Marais, Bien sûr. qui sera composé de différentes œuvres que j'ai, Bien sûr. en bronze, en céramique, litho, énormément de photos et de documents décrits. D'accord. J'ai une correspondance, en double correspondance écrite pendant X années entre Cocteau et Jean Marais. Ce sont des copies, mais je les ai, parce que les originaux ont été vendus à Paris, et je les ai. Tout ça sera à la disposition de ce musée. Du public. Et je m'engage, même financièrement, à les aider. Voilà. Je le fais, vous savez pourquoi? Pour Jean-Marie et ma femme. Bien sûr, mais c'est beau. Voilà. C'est beau, mais moi je suis là aujourd'hui pour ça. Jean Marais, pour Voilà. moi, c'est le plus grand comédien. Compte, ça va faire 27 ans plus que Jean-Marie est parti. Oui, il est décédé le 8 novembre 98. Et ma femme, ça fait le mois passé, ça fait 3 ans. 3 ans. Eh bien, ils vont revivre Bien sûr. dans ce musée. Bien sûr. Pour eux. C'est Parce magnifique. que moi, vous savez, je n'ai plus personne. Je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. D'accord. Alors, si je peux faire quelque chose en mémoire de ma femme et de Jean-Marie, je vais le faire avec la participation et la bonne volonté de la municipalité de Valoris. On va réaliser ça. On remercie le maire d'ailleurs qui s'appelle... Kevin Luciano, D'accord. Qui est le nouveau maire, qui est le nouveau maire et que... qui a remplacé Madame Salouki, Salouki, oui. hein, qui n'était pas
pour le musée, Non. on doit le dire. On avait un désaccord. D'accord, Elle n'avait pas tort toujours, mais ça n'a pas été possible. d'accord. Et elle a tout fait pour, je le reconnais, qu'elle a Ouais. tout fait pour qu'on ne parle pas de Jean Marais. Quel dommage. Mais maintenant, on va reparler de Jean Marais. Ah ouais, Et Valoris va reparaître. c'est magnifique. Et les reportages de télévision sont venus et Bien vont sûr. venir faire des émissions. Et je les aiderai toujours en mémoire pour Jean et ma femme. Voilà. Alors, Monsieur Marais, malheureusement, a été assailli par les huissiers. Comment avez-vous géré les problèmes avec votre dame? Ah ben, c'est-à-dire que c'est toujours ma femme, parce que ma femme était le cerveau à De tout l'équipe. point de l'équipe et surtout des finances, tout ça, Bien sûr. et de la gestion. Et un jour, elle va voir le percepteur à Cannes, et puis elle lui demande: est-ce que vous pouvez me faire le total de ce que M. Jean Marais doit aux impôts? Il a dit oui, mais il y en a beaucoup. Et quelque temps après, ce monsieur, les impôts, appelle ma femme et lui dit voilà, en ancien franc à l'époque, ça s'élevait à plus de 100 millions anciens, la dette, Comme on dit, sans briques. sans briques. C'est ça. Eh bien, c'est elle qui, avec des discussions, des palabres, ils lui ont ramené à 20 millions anciens. Mon Dieu. Et ma femme a donné l'argent pour régler, et ça a été fait. Et ça a été fini. Voilà. Alors, de Marne-la-Coquette à Montmartre, Oui. il y a une période, vous allez nous expliquer. Entre Marne-la-Coquette et Montmartre, ses séjours à Paris, il allait à l'hôtel Beauvau. D'accord. Voilà. Et ensuite, c'était embêtant parce qu'il ne pouvait pas faire comme il voulait. À l'hôtel. Et une amie lui a trouvé un joli appartement à Montmartre. D'accord. Cette résidence s'appelait la Folie Cendrin, D'accord. 22 rue Norvin. D'accord. Voilà. Et alors, ma femme a débloqué l'argent qui lui en revenait aussi Bien sûr. pour qu'il achète. D'accord. Il a acquis cet appartement qui n'était pas très grand, 60 mètres carrés, mais ça lui suffisait. Bien sûr. Mais alors, il lui a dit, bon, maintenant ce que je vais faire, est-ce que tu pourras assumer les frais parce que je veux tout refaire à l'intérieur à mon goût. Mais alors, c'est folie de grandeur, hein. D'accord. Mais c'était beau. C'était beau. C'était de la moquette bleue, des tentures vertes, bleues, Ah, des bois, des acajou, c'était merveilleux. Et il avait gardé de Marne-la-Coquette des meubles qu'il avait sur la péniche, D'accord. des meubles de marine. D'accord. Et alors c'était vraiment une pouponnière, c'était merveilleux. C'est splendide. Et là, il était heureux parce que s'il ne faisait pas de la poterie, là, il faisait les dessins. Il écrivait et il dessinait beaucoup. D'accord. Et cet appartement, c'était son rêve. C'était joli parce que quand on arrivait dans cette résidence, en plein Paris, à Montmartre, on arrivait, c'était en réalité, ça avait été un ancien couvent de religieuses, D'accord. transformé. Vous savez, d'ailleurs, comme locataire, il y avait Michel Morgan, Houry, Ah oui. D'accord. Dick Rivers et puis d'autres, qui ont habité cette résidence. D'accord. Mais alors, quand on rentrait là-dedans, à l'intérieur des bâtiments, c'était un grand parc de gazon et des magnifiques arbres. Et c'était d'un silence, d'une beauté. Et dans l'appartement de Jean, je me souviens que de la fenêtre, là, parce qu'après nous sommes allés, après la mort de Jean, on y allait à Paris, on allait là. Bien sûr. Et je me souviens que la nuit, je regardais par la fenêtre et je voyais en dessous de Montmartre le truc, le lapin agile, ce fameux cabaret ou truc, le lapin agile à Paris. D'accord. Et cet appartement, Jean l'a adoré. Et il était beau. C'était Il magnifique. s'est réalisé. Alors il partageait son temps entre là-haut et Valoris. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Paul Belmondo veut se porter acquéreur de la maison de Cabri. Pourquoi? Ben, parce que quand Jean m'en parlait, je me suis rendu compte que
Belmondo avait une vénération pour Jean. D'accord. Et il aurait voulu acheter parce que Jean, ma femme avait dit à Jean de vendre la propriété, c'était trop de frais. Bien sûr. C'était loin de Valoris. Et on a tout ramené sur Valoris. D'accord. Et Belmondo s'est proposé, et il est venu. Et effectivement, le jour où il est venu avec sa mère Ah, à Cabris. maman. Et à l'Ethéno, c'était d'une simplicité. Ah, ouais. Alors vous savez, Là, vous avez vu les deux plus grands monstres. à table, on était là et on parlait de tout. Et évidemment, de leur truc de cinéma, Ah, oui. c'était extraordinaire. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils ont dit, Bien sûr. mais de les écouter tous les deux en rigolant et en parlant, voilà. Et il est venu un week-end d'ailleurs, vous avez eu le temps de discuter ou la semaine ou Non, il est venu un week-end. Un week-end, hein, comme ça vous étiez tranquille. Ouais. C'est l'époque où il tournait un peu dans le coin aussi. Qui ça? Jean-Paul Belmondo, parce qu'il a fait beaucoup de films ici. Oui, je ne sais pas si il était entre deux. Il avait, je ne sais pas qui était sa compagne, mais qui est arrivé beaucoup plus tard. Un nom italien, elle avait. Un nom italien, c'était peut-être celle qui a tourné avec lui dans Les Mariés de l'an 2, là. Peut-être. Oui, comment elle s'appelle? Bon, c'est pas grave. Elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée plus tard. Le taxi, elle est arrivée d'Italie, elle a atterri à Nice, disons. Le taxi l'a amené à Cabris. Oui, c'était pas Ursula Andress, hein? Non. Donc c'était, je me rappelle, on le dira pas, c'est pas grave. Voilà. Et ça s'est bien passé donc. Très bien passé. Est-ce qu'il a acheté la maison d'ailleurs? Non, il n'a pas acheté. Il n'a pas acheté. C'était lourd. Non, finalement, l'acquéreur a été un monsieur, un Belge. D'accord. Monsieur Van Room. D'accord. Qui l'a acheté. Et dans un système, et ma femme a préféré que elle soit vendue, mais qu'il ne touche pas l'argent totalement. D'accord. Un système où il touchait une partie de la somme et le reste était placé en revenu assez important. D'accord. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme un viager. Comme un viager, voilà. D'accord. Et parce que comme elle lui a dit, après elle lui a dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que tel que je te connais, tu aurais tout dépensé et resté plus rien. Alors là, t'es bloqué. T'es bloqué, il touchait tant par mois. Pourquoi c'était un grand dépensier? Ben oui, il n'avait pas la notion. D'accord. Ben, c'est pour ça que peut-être justement il avait autant de dettes. Mais bien sûr. Hein, il n'avait pas quelqu'un qui gérait avant ses affaires. Non. C'est bizarre. Parce qu'il y avait une dame, comment ça s'appelait, je ne sais plus, une. Oui, c'est pas grave. Comment. Et elle gérait ses affaires, mais. Elle s'en est mis un peu dans la poche. Voilà. Ah, oui. Dommage. C'est ça. Dommage. Alors, non, lui, il n'avait pas de notion, on lui dépensait. Oui, il se Je rendait vous pas. dis, une fois, en voiture, en revenant de Cannes, on passe sur la route de Cabris. Au bord de route, il y avait un antiquaire. On s'arrête, il dit, je vois. Il y avait une belle table ronde en chêne massif ancienne. Il voulait l'acheter. Il l'a acheté. D'accord. Il a fait le chèque. Ah. Et ma femme lui a dit après en repartant, mais on dit, tu sais qu'il n'y a pas d'argent, mais ça, c'est pour le compte. Ça fait rien le temps qu'ils s'en aperçoivent. D'accord. Voilà. Alors, inauguration le 28/2/75 du musée à Valoris. Comment ça se passe? Comment Monsieur Marais, il était magnifiquement heureux là? Il était très heureux. Bien sûr. Très heureux. Parce qu'il a retrouvé à ce moment-là, il y a des personnalités qui sont venues. Bien sûr. Et il était heureux de les revoir. Il y avait le sculpteur César. Ah, qui était là. très bien. Il y en avait plusieurs. Je ne pourrais pas vous citer tous les noms. Il a connu Picasso d'ailleurs. Oui, il a connu Picasso, pas à l'époque où, parce que quand j'ai connu Jean Marais, en 73, c'est l'année où Picasso est mort. D'accord. D'accord. Que même quand il a appris, il a téléphoné à Jacqueline, sa femme. D'accord. Et il en parlait souvent, parce qu'il a connu Picasso et Valoris, parce que Cocteau était un ami important de Picasso, bien sûr. Bien sûr. Et à l'occasion, quand il pouvait, il venait à Valoris voir Picasso. D'accord. Et Jean était avec. Et c'est d'ailleurs là que Jean a eu l'idée de la poterie de la terre,
Parce qu'il était venu à Valoris et il a vu. Il a vu. Parce que il y avait des expositions qui étaient faites chaque année des potiers de Picasso à Valoris. D'accord. Dans une immense salle qui existe toujours, mais qui ne sert plus à ça. Et il s'est dit, le jour où j'aurai un peu de temps, je viendrai à Valoris. Et ça s'est fait. Mais bon, n'oublions pas, même s'il était doué, que c'est quand même vous qui lui donnez les grandes bases. Des bases, Hein oui. Hein, quand même. Ouais, bon. Je lui dis toujours, l'argile, tu la manipules, tu la fais. Quand tu fais un modelage, évite les bulles d'air dans la terre. D'accord. Parce que C'est si technique, elles bien restent, sûr. elles éclatent à la cuisson. D'accord. Ça, il a toujours fait des choses. Une pièce qu'il a fait lui en terre. Bien sûr. De ses mains. Nous allons la filmer après. De ses mains. Vous lui achetez donc le préau, la villa qui est à côté de chez vous, là. Comment y vivait-il? Ben, d'abord, avant d'y habiter, il a fait plus d'un an de travaux. D'accord. Il a fait une grande piscine, à l'intérieur en marbre. Elle est belle, tout en marbre. Magnifique. En J. D'accord, comme son Jean. prénom, Jean. Et alors des travaux, des prolongations de bâtiments. Il a fait un préau. D'accord. Oui. Magnifique préau D'où le nom de la villa. de la villa, Mhm. le préau, avec une magnifique cheminée barbecue extérieure. Et on a passé des soirées et des moments extra Exceptionnel. Sous ce préau. sous ce préau. C'est beau. Une fois, on était avec, il y avait le ministre Poniatowski. Oui, bien sûr. Il était là D'accord. avec des amis de Paris, Mhm. parce qu'il avait une propriété au Rouret, D'accord. Poniatowski. Et il voulait voir Jean, et voilà. Qui d'ailleurs après, et il lui a commandé à Jean une sculpture Magnifique. en bronze. Jean l'a fait en terre, D'accord. et elle a été reproduite en bronze, grand modèle, grande sculpture, parce que Poniatowski l'a faite pour sa ville, l'Isle-Adam. Et on a été avec Jean et ma femme à l'inauguration, D'accord. avec Poniatowski. C'était beau, je me rappelle. Un beau moment. Ouais. Alors, est-ce que M. Marais avait des ennemis ou des amis, que ce soit dans le cinéma ou dans le civil? Des ennemis, non. Non. Mais des amis, beaucoup. D'accord. Donc, Bourvil, qu'il adorait. Qu'il adorait. Qui est un homme extraordinaire. On peut le dire, il n'avait pas toujours dit. Alain Delon, Très bien. il Ouais. admirait Jean. D'ailleurs, j'ai une photo qu'il faudra que je la sorte. D'accord. Et Brialy. Ah bah oui, Oh, regardez, évidemment. j'ai des photos magnifiques avec Jean. Évidemment. Mais est-ce que, donc, il s'entendait pas trop bien sur les tournages avec De Funès, mais c'est connu. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de très, très pénible, très... Voilà, en kikinant. Ouais. Il déstabilisait Râleur, peut-être. ouais. Ouais, il déstabilisait peut-être sur le tournage des fois. Ouais. Mais autrement, il s'est toujours bien entendu avec la plupart. Toujours. Toujours. Alors, surprise, M. Marais n'a pas été le légataire de M. Cocteau. Pourquoi? Ben, parce que Cocteau était fidèle. Et quand il s'est aperçu que Jean avait un amant, D'accord. cet amant c'était Georges Reich. Oui, qu'on a entendu parler, bien sûr. Oui. C'est un danseur, chorégraphe américain. C'est il ça. est décédé d'ailleurs. Je D'accord. l'ai connu, Georges. D'accord. Ça lui a fait de la peine. Et bon, Cocteau n'a rien dit. Il a continué sa collaboration avec Jean. Et c'est un soir, je crois que c'est un Marne-la-Coquette, dans la nuit, il voit de la lumière sur la porte de la chambre de Jean, Cocteau, et il s'est avancé. Et Cocteau avait un jardinier qui s'appelait Édouard d'Hermite, et que Cocteau l'avait pris en sympathie. D'accord. Et après, il a été l'amant. D'accord. Bon, Jean s'en est rendu compte, mais il n'avait rien à reprocher puisqu'il avait fait. Bien sûr.
Et Doudou, Édouard Lhermitte, Doudou, a été très affectueux avec Cocteau, fidèle avec Cocteau. À un moment, quand Cocteau était très malade, Il s'en est bien il occupé. lui a demandé à Doudou de terminer le décor de la chapelle de Fréjus. D'accord. Et Doudou a passé des jours enfermé et il a continué le décor. Dans le style comme il avait fait Cocteau à Santo Sospiro, au Cafera. D'accord. Et il a fait, en réalité, c'est pas de Cocteau, c'est de Doudou Lhermitte. Et c'était un fidèle pour Cocteau. Et Cocteau l'a désigné comme légataire. D'accord. Mais M. Cocteau, vous l'avez pas connu? Non, D'accord. pas connu. D'accord. Je l'ai beaucoup entendu parler. Bien sûr. Je connais beaucoup parce que j'ai deux personnes importantes. C'est d'abord Jean Marais Bien sûr. et ensuite une autre personne, que je donnerai son nom, c'est Pierre Kézergue. D'accord. Pierre Kézergue, que j'ai toujours des relations, il m'appelle, il est à la retraite maintenant, a été longtemps professeur de littérature à Montpellier. Et toute l'histoire de Cocteau, c'est lui qui a... Et il y avait quelqu'un, quand Doudou a été malade, il a un cancer, et quand il était malade, il y avait quelqu'un qui dit à Jean, tu sais, c'est drôle, tous les 2 jours, il y a Pierre Berger qui va le voir. Alors Jean, il dit, c'est drôle ça. Et il lui a fait signer des papiers, codicile et des trucs pour qu'il soit héritier, Pierre Berger. D'accord. Et finalement, il y avait un testament qui a été fait à l'époque, où Cocteau avait désigné comme héritier Doudou. Si Doudou venait à disparaître, ça serait Carole Weisweller. D'accord. Et si Carole Weisweller, comme disent Jean, les plus jeunes comme moi, et si c'est elle, ça serait Jean Marais. D'accord. Et puis il est arrivé, non, Carole Weisweller venait après. D'accord. Et quand Doudou est mort, tout ça est ressorti. Le notaire a appelé Jean, il a dit, vous êtes héritier. Ah. Vous êtes héritier de tous les droits de Cocteau dans le monde. D'accord. Alors, on en a discuté avec ma femme, on a tout bien discuté. On a pris un avocat, un ami avocat qui est venu, qui lui voulait pousser l'affaire, et Jean a dit non. Qu'est-ce que je vais me créer des problèmes, parce que ça concernait tout ce qui était les livres, tous les dessins, Bien sûr. tout ce qui était Cocteau. Même il y avait des gadgets, des trucs qui étaient Cocteau. D'accord. Je dis non, allez, je laisse tout ça. Et voilà, c'est pas. Et c'est revenu à Pierre Berger. D'accord. Et Pierre Berger était le seul après. Pierre Berger est mort. Mais ça reste toujours dans le giron de la société Berger. De la société Berger. Et puis, parce que Doudou avait 2 fils. Alors Doudou est mort. Tania, sa femme que j'ai connue, est morte. D'accord. Elle se droguait aussi. Elle se droguait tous les 2. D'accord. Et un fils est mort d'une overdose. Ah. Et il en reste un. Alors j'ai demandé à Pierre Kézière qu'est-ce qu'il est. Il me dit il est à Montpellier. Là, il doit être assis, mais je n'ai pas de ses nouvelles. Et il paraît que Pierre Berger finançait. Tous les mois, Et si demain ce monsieur décédait, c'est vous qui héritiez Non. C'est encore un autre. C'est l'État. C'est l'État. D'accord. Ou la société Berger. Alors, monsieur Pasquali, il y a une chose que je veux quand même parler, c'est que Jean Marais, bien sûr, des gens le salissent parce qu'il avait soi-disant cette faiblesse homosexuelle, on va dire, mais en attendant, Jean Marais, il faisait 1m88 pour 90 kilos, et comment ça se fait qu'il était aussi puissant? Expliquez-nous, parce que vous l'avez bien connu. Mais, comment je monte à l'origine? Si vous voulez. Expliquez-nous. Il a été homosexuel, pourquoi? Expliquez-nous.
Ouais, parce que les gens Parce parlent. que finalement, c'est un jour en allant voir sa mère à la prison, D'accord? il devait avoir 13 ans, 12-13 ans, oui. Mhm. Et l'amant de sa mère l'accompagnait. D'accord. Ils ont été à la prison voir sa mère. D'accord. Et après, il a amené Jean dans une chambre d'hôtel et il a abusé de lui. D'accord. Voilà, voilà comment c'est parti. Et ça a déclenché. Ça a déclenché le truc. Le jour, parce qu'un jour, sa mère, quand elle apprend que son fils est homosexuel, lui dit tu me dégoûtes. Ah. Mais il lui dit mais c'est ton amant qui m'a violé. D'accord. Tu veux Oui. savoir, c'est ton amant qui m'a fait ça. Voilà. Et vous, il vous en parlait en privé, il arrivait facilement. Ah oui, Bon, mais on parlait. quand vous voyez ce gars d'un mètre 88 pour 90 Et kilos, je vous dis, la fois qu'il était en bicyclette dans Paris et en passant déjà sur une terrasse de bar, il y en a un qui l'interpelle en lui disant « Oh Jeannette !» Il s'est arrêté, il a Pardon. posé le vélo, il a attrapé le gars et il lui a foutu une raclée. ah ben voilà. Alors, je veux dire, et ça a été relaté dans un film, l'affaire Lobro, D'accord. hein, pendant la guerre, Ah, j'avais pas entendu ça. l'affaire Lobro. Expliquez-nous. Lobro était un journaliste pro-nazi. Ah, Il travaillait, il était reporter dans le journal Je suis partout, d'accord. un journal collaborateur. D'accord. Et il a incendié et insulté Cocteau, qui disait que Cocteau était pire que les bombes anglaises sur la France. Alors, Oula. Ah oui. et ça alors va. Jean, un jour, ils vont dans un restaurant, et cette scène est relatée dans un film, Le Dernier Métro, avec Depardieu. De Le François rôle de Truffaut. Jean est tenu par Depardieu. D'accord. Et alors, il va avec Cocteau dans ce restaurant, il monte à l'étage, et quand il arrive, il voit Lobro. Alors, il a pris, et à coup de poing, il lui a fait descendre tous les Sous escaliers. l'escalier. Voilà. Alors, Cocteau était affolé. Ah ouais. Il a dit, Chameau, demain, la police, la Gestapo va t'arrêter. Ça n'a pas loupé. Ah. Ils sont venus. Alors, heureusement, Bernard Brecker, D'accord. qui était l'ami de Claire, sculpteur de Claire. Bien sûr. Et je alors, le connais. Cocteau appelle à la Brecker, il dit, voilà, il s'est passé ça et ça. Et là, Ça s'est arrangé. ça s'est arrangé. Sinon, il partait. Hein. Ah oui. Il partait dans un camp. Hein. Oh là là. Voilà. Alors bien sûr, la question qui se pose, que retirez-vous de cette magnifique aventure que vous avez vécue avec votre dame et vous-même, avec Monsieur Marais? Mais les choses sont faites que on a eu une chance, ma femme et moi, d'avoir un grand ami, Jean Marais. Grande amitié. Tellement d'amour, d'affection. Pour moi, c'était comme mon père. Et d'ailleurs, il disait souvent, tu sais, j'aurais aimé avoir un fils comme toi. Nous avions quand même plus de 25 ans d'écart. Il aurait pu être mon père. Et il me l'a dit, ça. J'aurais voulu. Mais nous, avec ma femme, ça a été Une magnifique histoire. une magnifique histoire. Ah oui. Je le souhaiterais à tout le monde, vous voyez. Ah Je ouais. voudrais que tout le monde ait c'est ce que c'est, mais c'est merveilleux et c'est à la fois, maintenant pour moi, très dur. Je dis pas supporter, mais avoir ça sur mes épaules, C'est terrible. parce que je suis le dernier qui reste de cette trilogie où on était tellement liés, Tellement soudé. tout. Ouais. Tout. On était d'une intimité, c'est une chose que j'ai connue. Et le problème a été que je n'ai pas réalisé de suite toute l'importance, mais ça aurait changé quoi?
J'aurais pas fait 1000 fois plus. On était heureux, on se voyait, on s'inquiétait un pour l'autre. Et de dire, je disais à ma femme, et tu te rends compte? Elle me disait, bien sûr, elle se rendait compte mieux que moi. Bien sûr. Et on vit avec quelqu'un qui est extraordinaire. Nous, quand on le voyait dans des soirées, dans des manifestations, au théâtre, quand nous allions à Paris, souvent, il jouait des pièces de théâtre, ou s'il ne jouait pas, il nous amenait au théâtre voir des amis. Bien sûr. J'ai fait tous les théâtres de Paris. Le plus beau, c'était pourtant le plus petit, le plus vilain, mais dans le cœur de Jean, et pour nous, c'était le théâtre de l'Atelier. Bien sûr, j'y suis allé. Théâtre de l'Atelier. Magnifique. Qui était dirigé, que Jean me disait, par un monsieur extraordinaire, qui a été son professeur, Dulin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'était ce théâtre, c'était Jean, et c'était sa passion. Et on avait été le voir jouer dans une pièce. Et le soir, quand on sortait, si vous voyez se situe le théâtre, il y a une allée avec des arbres et des bancs. Et des clochards étaient là, ils savaient que Jean jouait. Et alors, quand on marchait, on allait prendre le taxi pour remonter à Montmartre. Bien sûr. Et il dit, Jeannot, comment tu vas? Et lui, un billet de 500 €, de 500 francs chacun. Ah oui. Mais justement, je vais vous poser quand même cette question. Il était très généreux. Tout, nous a tout donné. Ouais. Tout donné. Malheureusement, une partie de ses œuvres dans la maison étaient vendues aux enchères. Ouais. Parce que son fils, vis-à-vis de la loi, c'était son fils. Oui. Il n'était pas, biologiquement, il n'était pas son fils. Oui. Je connais toute l'histoire, et il le dit d'ailleurs. Bien sûr. Il le dit. Mais lui a profité, le faux fils, moi je dis le faux fils, il a profité pour tirer de l'argent. Il a fait mettre sous scellé tous les objets, les meubles, les vêtements, les bijoux, tout. Et tout ça, pendant 3 jours, ils ont mis dans des conteneurs, c'est monté, des conteneurs scellés, et c'est monté à Paris, et c'est resté 10 ans. Bloqué. Et payé à garde-meuble sur le compte de Jean-Marie qui avait à Paris. Ah là là. Puis un jour, le commissaire-priseur, Maître Fraisse, téléphone et dit, maintenant, Madame Pascali, il n'y a plus d'argent, il faut qu'on vende. Elle dit, je demandais que ça. Il lui dit, je vais demander au fils s'il est d'accord qu'on vende. Et puis l'autre, bien sûr que le fils, elle a dit oui. Évidemment. Parce qu'il croyait qu'il allait toucher de l'argent. Voilà. Ça s'est vendu 900 millions de centimes, la vente a rapporté. D'accord. Moitié lui, moitié ma femme. Et ma femme, après, par avocat et notaire, elle lui a dit, elle a fait dire qu'elle lui laissait sa part. Et qu'il signe comme quoi il renonçait à tout, à la propriété, à la galerie, à tout. D'accord. Et il a signé parce qu'il s'est dit, je vais ramasser de suite de l'argent. C'est ça. Et là, c'est quand il a voulu prendre de l'argent, on lui a dit, les banques, vous en devez aux banques, vous en devez à un tel, il n'y en a pas assez pour rembourser, vous en devez encore. Alors, quand il a vu ça, il s'est isolé, il s'est tué. Oui, il paraît qu'il s'est pendu. Hein. Non, il s'est tiré un coup de fusil. Ah voilà. Alors. Oui, le fusil, il s'est éclaté la tête. Oh là là là. Oui, une sale histoire. En tout cas, vous avez passé des très beaux moments. Des moments magnifiques que je souhaiterais à tout le monde. Voilà. Qui est, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça se voit dans la maison, là, ça respire. Ils vivent. Je vis avec Jean et ma femme. Oui, je vois. Et justement, on va faire des belles images. En tout cas, M. Pascoli, je vous remercie pour cette belle interview. Et grâce à vous, parce que c'est grâce à vous, le musée de Valoris va réouvrir. Exactement. Et je pense que Valoris lui doit bien ça. Ouais. Ce qu'il a fait pour Valoris. Il paraît énormément. Énormément. Et vous, par la même occasion? Non, il y en a 2 qui ont fait. C'est lui et ma femme. D'accord. Moi, j'étais avec eux. Vous avez été un bon compagnon. De route. J'espère. À bientôt. Allez.
Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.